Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. On est heureux de vous accueillir pour passer une partie de ce dimanche en Normandie. On est ensemble pour vivre le départ de la CIC Normandie Channel Race. C'est la 16e édition, une édition record. Le départ en baie de Ouistreham dans le Calvados. Un plateau absolument royal. Les noms qui vont être égrenés dans quelques instants vont entretenir et réveiller même en vous la légende de la voile. C'est devenu l'un des rendez-vous incontournables de la course au large. On est heureux de vivre ce dimanche avec Louis Duc, récent finisher du Vendée Globe. Merci d'être avec nous, Louis. Merci à vous. Tout va bien? Eh ben, en pleine forme, on s'installe tout doucement dans le plateau. On commence à avoir des très belles images de l'avant-départ de cette magnifique Normandie Channel Race. Et puis je vois derrière moi les images de Fabien Delahaye, dernier vainqueur de cette Normandie Channel Race. Corinne, il est déjà aussi à l'aise que sur un bateau. En même temps, c'est un petit peu normal. Alors, c'est le local de l'étape, hein, il est normand, Louis. Et il est recordman de participation quand même sur cette course. 9 participations. À défaut de grandes victoires sur cette épreuve, quel record de participation, effectivement. Et c'est un record qui compte quand même. On va s'installer tranquillement et attendre le départ, bien sûr, les premières images effectivement qui nous parviennent. On est toujours aussi subjugué par ces départs, de ces courses qui deviennent incontournables, comme on le disait. Corinne, on rappelle le principe de cette CIC Normandie Channel Race. Le 16 bateaux, 16e édition, pardon, 32 bateaux qui vont y participer. Le principe de cette course, Corinne, pour nos téléspectateurs qui découvriraient ce départ. Je dirais que c'est un sprint en manche jusqu'aux côtes de l'Angleterre. On revient, on fait même une petite incursion en Irlande avec le Fastnet, le célèbre rocher. Et puis ensuite, eh bien, on revient. Là, le départ, ça va être donné à Ouistreham. Il y aura un petit parcours, on en parlait avec Luc juste avant de vous retrouver. Mais Saoud, il y aura un petit parcours avant en baie de Ouistreham jusqu'à Luc-sur-Mer. Et ensuite, eh bien, le grand large. Bon, avec cette spécificité que c'est très rapide, parce que ça se joue en un peu plus de 4 jours. 4 jours et quelques heures. Hein. Je crois que c'est 4 jours, 15 heures le record. Donc voilà, c'est très rapide, ça va partir rapidement. Les conditions, on est en train de le voir là, Louis. Alors évidemment, beaucoup de nuages, mais avec un peu de vent, on le voit hein, sur la mer. Ça va être, on devrait assister à un beau spectacle. On est à moins de 10 minutes du départ. Les fameux classes 40, Louis, pour aller nous expliquer au grand public ces classes 40, leur spécificité. Eh ben, c'est très facile, c'est des bateaux de 12 mètres qui correspondent à une jauge, hein, une catégorie avec des restrictions. Donc c'est des prototypes dans lesquels on n'a pas le droit de mettre de carbone dans les bateaux, de type ondulaire, pas le droit aux feuilles. Par contre, ça laisse aussi la liberté aux architectes de faire des formes différentes. Et vous voyez, là, il y a beaucoup de bateaux, donc avec des générations différentes. Et là, on peut voir typiquement Zesk, un des bateaux dernière génération, qui est en forme de SCO. Alors, il faut savoir que dans la classe 40, on avait limité la jauge pour éviter d'avoir des formes complètement différentes. Et finalement, les architectes ont quand même réussi à détourner ça. Et donc, en classe 40, il y a une particularité, on fait des SCO à étraves pointues pour avoir le droit de le faire. Voilà, les SCO, c'était des étraves arrondies. Exactement. Hein. Alors maintenant, elles sont un tout petit peu plus pointives, nous dites Louis. On connaît l'optimiste, hein, tout le monde connaît les optimistes. Les premiers SCO, c'était quelque part les optimistes avec des estrades très larges. Et dans ces tailles de bateaux, donc tout petits, on n'arrive pas à faire des bateaux plus performants que les optimistes. Là, les classes 40, c'est des gros optimistes finalement. Et ça se joue à deux, ce sont des duos de skippers qui participent. Exactement, donc cette catégorie-là, on la retrouve sur les Transat Café L'Or, sur les routes du Rhum, qui est un petit peu la course phare du circuit. Et puis, c'est un circuit qui existe depuis déjà 2005-2006. Et donc, cette CIC Normandie Channel Race, c'est score en double. C'est une très belle épreuve de très haut niveau, puisque là, on retrouve plus de 30 bateaux. Je crois que c'est l'édition record de participation d'ailleurs. Oui, c'est l'édition record. Effectivement, je crois qu'ils étaient 25 lors de la précédente édition gagnée par Fabien Delahaye, vous l'avez dit Louis, qui sera l'un des favoris encore sur cette épreuve. Alors vous voyez, là, ils sont en train de se préparer. Seule la grand voile est disposée. Vous avez vu tout à l'heure sur le bateau qu'on voyait le 205, le blanc-bleu Planète Location de Quentin Le Nabourbourg. Tiens, on le voit passer là, et Thierry Chabani. Cette forme en SCO dont Louis vous parlait, là on la voyait bien là tout à l'heure. Donc là on se prépare, regardez, ça part un petit peu sous les rafales. Bon, je vous dis, on va assister je pense à un beau spectacle avec ces 32 équipages. Alors
On a des grands noms de la Eh voile. oui, Michdej est là. Eh oui, Alors, incroyable, il fait son retour à la course au large, enfin en tout cas sur cette course, à la compétition. On ne l'avait pas vu depuis 2019. ouais, sur la solitaire du Figaro. Exactement, sur une solitaire du Figaro, le double vainqueur. Voilà le bateau vainqueur, en tout cas Fabien Delahaye, qui est le tenant du titre, qui ne sera pas avec Benjamin Schwartz, avec qui il avait remporté la course la dernière fois, et qui cette fois se présente avec un nouveau partenaire, mais qui reste quand même... Voilà, on va voir le parcours. On part là de Ouistreham, île Saint-Marcouf, avec un petit parcours, hein, on l'a dit, en côtier. Hein, bon. Passage de l'île de Wight qui est assez compliqué. Sous les côtes anglaises. Tuscarora vers Tuscarora le long de l'Irlande, dans l'est de l'Irlande. Le phare du Fastnet, qui est souvent un peu la délivrance, puisque ça nous ramène souvent que les vents d'ouest dominants qui nous font ramener au portant. Donc c'est les 2 tiers de la course pour arriver au Fastnet et un retour qui est souvent assez fun vers Ouistreham. Alors, pourquoi ce parcours est si apprécié des marins, Louis? D'abord parce que c'est un parcours qui est très compliqué, puisqu'on traverse plusieurs fois la Manche. Parc la Manche, c'est des courants forts traversiers avec des renverses de marée, des conditions météo qui évoluent beaucoup avec les effets côtiers. Donc entre les prévisions météo et la réalité, il se passe quand même beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de retournements de situation, il peut y avoir des gros écarts qui se créent. Hein. Souvent, à la sortie du Solent, on voit déjà des grands écarts du fait que il y a des passages à niveau de courant de marée dans le Solent. Et donc, on a plusieurs fois des coups comme ça. Et donc, il y a souvent des bateaux qui s'échappent et puis d'un coup qui se retrouvent bloqués. C'est du très haut niveau. Là, il y a une flotte de bateaux où ils sont une trentaine avec peut-être 15 bateaux qui peuvent gagner au départ. Donc, ça va faire du match. Et puis, on a vu beaucoup d'éditions avec des retournements de situation impressionnants. Et donc, il faut savoir que Fabien, qui est l'ancien vainqueur, il a cassé un petit peu la malédiction qui existait sur les Normands, puisque à chaque fois que les Normands avaient couru, on finissait tous deuxième, même lui, jusqu'à la dernière édition où il a fini par remporter la course. Donc, on peut lui dire bravo déjà pour ça. Moins de 5 minutes avant le départ désormais de cette 16e édition de la près de la CIC côte, Normandie hein, là. Channel Race. Ouais, on voyait tout à l'heure que le vent était un petit peu mou, et puis là, le vent revient petit à petit, avec des petits grains, et donc ça va faire des belles images, hein, puisque on a vu que quelques bateaux ont un riz dans la grand voile, peut-être des bateaux peut-être un petit peu moins puissants, parce qu'il y a encore des bateaux qui sont des bateaux pointus, donc des anciennes générations, et l'ESCO plus puissant demande plus de toiles, donc je pense qu'il y a un petit peu de choix aussi autour de ça. On peut ajouter que la direction de course est à l'actif d'une ancienne du Vendée Globe, de la course au large. C'est Miranda Meron, figurez-vous, qui avait participé au Vendée Globe avant-dernière édition, hein, celle de 2020-2021. C'est la compagne d'Alvan Mabir qui est l'un des piliers de cette classe 40, qui fait beaucoup pour que cette classe existe, se développe, et qui est aussi un Normand, un Cherbourgeois, cher au cœur de Louis Duc, notre consultant aujourd'hui. Louis qui a 9 participations. Alors là, ça se prépare avec une météo très instable. Hein. On le voit, ce ciel très couvert. Quelle est la météo du départ justement, Louis? Vous avez regardé les cartes météo, je suppose. J'ai passé mon allée dans le train à regarder la météo. J'ai regardé pas mal de cartes météo. Effectivement, on sort d'un petit passage de front. Ça veut dire qu'on a de l'air froid qui est redescendu. Et en gros, le vent est passé du sud-ouest à l'ouest-nord-ouest. Et donc, on tombe dans un temps à grains. Ça veut dire qu'il peut y avoir des petites molles. On a l'impression, mais peut-être que c'est juste sur les images, on a l'impression qu'il y a un petit peu moins de vent qu'à un moment donné. Et puis, quelquefois, il va y avoir des grains. Donc, c'est un mélange de beau temps et de grains. C'est-à-dire qu'il va faire beau plusieurs fois dans la journée. Et il va y avoir un peu de vent. Exactement. Là, sous les nuages, là. Un petit timing peut-être du... On est à 3 minutes du départ. Alors, 3 minutes du départ. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors là, c'est très intéressant puisque 3 minutes avant le départ, le stress commence à monter un petit peu dans les cockpits. On a vu qu'il y a des caméras embarquées sur quelques bateaux. On a voyé tout à l'heure Fabien et Pierre Le Boucher qui étaient en visuel dans leur cockpit. Ça va commencer à dérouler les voiles d'avant, à se préparer pour être le bon timing pour couper la ligne. La ligne, cette année, elle a une petite particularité. D'habitude, on part toujours face au vent. Et là, du fait des conditions météo, ils n'ont voulu pas prendre de risques pour les bateaux. Et donc, ils vont partir sur un vent de travers. Et donc, ils vont partir sous grand voile et Solent, sous J2 maintenant, sous J1 maintenant, on appelle ça sur les classes 40. Direction une bouée de dégagement et puis la première marque de parcours. Et donc, ça va être intéressant parce que les bateaux risquent d'aller assez vite
tout de suite sur la ligne. Et le but, c'est de franchir la ligne le plus vite possible, bien sûr, sans être masqué par les autres bateaux. Et attention à ça, effectivement. Grand spectacle à venir pour le départ dans Il y a- 2 minutes Il y a maintenant. déjà il y a un Alors, un regardez, c'est un dématage. premier incident. Ah oui, il y a Et dû donc, avoir c'est le bateau Wasabi, je crois, qui doit Et être c'est- en dématage. Et VS Sport de Pep Costa, Et, qui est Pablo qui se Santurce. présentait, ouais, exactement, qui se présentait. Pep Ça veut dire Costa, qu'il y a eu le contact navigateur entre pour la les première deux fois. bateaux? Alors, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais Eh probablement qu'il y a eu un contact et donc ça a créé un dématage. Alors, peut-être une prise dans une bastac ou quelque chose comme ça. Ah, c'est bien triste d'avoir un bateau sur une ligne de départ avec des avaries de ce type. C'est effectivement Wasabi de Stéphane Baudin et Louis Cadieu qui a perdu son mât, qui a dématé. On voit qu'en plus, il est Alors, emmêlé dans les haubans de Pep ils ont Costa avec un bout déchiré de la bord cassé. voile. Donc, à mon avis, Ah ça risque là de là faire. là là. Voile déchirée également. Voile déchirée Ouais, ça risque d'avant. de faire 2 abandons directs, ça. Ouais. Et c'est un peu triste, c'est peut-être un manque de vigilance, malheureusement. Il y a beaucoup de bateaux sur la ligne de départ. C'est toujours assez dangereux, ces phases-là. Ouais. Et donc, Alors, voilà, on a... Louis, pardon, mais on évoquait le vent et cette image-là, elle nous rappelle à quel point cet aspect-là est évidemment primordial et aura des conséquences sur ce départ. On voit l'inscription en haut à gauche de l'écran d'ailleurs, vent 15 KT Oui, 15 avec nœuds. ces signaux, ça veut dire 15 nœuds. 15 knots. 15 en fait, en knots. anglais. Thank you, Corinne. KNOTS, c'est la vitesse du vent, donc un peu moins de 30 km/h, 25 km à l'heure. Exactement. 25-27 km à l'heure. Donc c'est des conditions maniables, mais Louis l'a regardé et vous le disiez, il peut y avoir des rafales de vent. Et donc attention, et vous voyez, c'est vrai que ces bateaux de 12 mètres, ils sont moins grands que les IMOCA de Louis, qui lui naviguait quand même sur un 18 mètres. Mais vous voyez qu'il faut être extrêmement vigilant. Parce que les croisements, là, sont multiples sur le plan d'eau. On est vigilant avant le départ. 15 Allez, ça y est. secondes, on vit le Tout le départ. monde se Et positionne. on est là. avec vous, Corinne, et Louis ensuite. On voit qu'il y a des génaqueurs qui se sont déroulés sur certains bateaux, pas tous. Et on voit qu'il y a des bateaux qui attaquent déjà avec des voiles de reaching. Donc, Ouais. ça, c'est assez intéressant de voir aussi comment vont se terminer les manœuvres à la bouée de dégagement. Donc il y a quelques bateaux qui sont partis plus prudents ou très lancés, mais sous solène. Typiquement Amaris avec 2 excellents navigateurs type Gilles Damaé et Achille Achille Lebou, Lebou, ouais. ils font partie des favoris et eux, ils sont partis sous solène simplement. Et donc ça va être très intéressant de voir qui s'en sort le mieux à la fin de la manœuvre. On Yann aperçoit Yann Lipinski qui est un ténor de cette classe, qui a gagné énormément d'épreuves. Et lui par contre il attaque tout de suite comme un sourd, donc c'est très intéressant. C'est des gens qui sont très bons en manœuvre. Il est accompagné de notre ami Antoine Carpentier. Ouais, le record de participation, record. ça y est. 9e participation pour Antoine Carpentier. Il égalise Exactement, on arrive à votre égalité. record de participation, Louis. Et là on voit que c'est quand même les bateaux qui sont encore sous solène qui sont devant les autres. Donc ça va être hyper intéressant de voir à la marque de De Gleg, le petit bouée de dégagement, qui s'en sortira le mieux avec les manœuvres. D'ailleurs, Achille Lebou et Gilles Damaé, sur Amaris, que vous voyez là au premier plan, font partie des favoris, clairement. Ils avaient été contraints à l'abandon en 2023. Ils ont probablement l'un des bateaux les plus performants du circuit. Yann Lipinski, lui, reste sur une victoire sur la CIC Med Oui, Race. exactement. C'était au début du mois. Et La donc, petite sœur. alors il a un bateau qui est peut-être un petit peu moins rapide que ses poursuivants, mais attention, beaucoup d'expérience à bord. Là, il court sur son bateau tout neuf, qui a été mis à l'eau l'année dernière. Donc c'est intéressant de voir aussi comment il va se confronter aux autres bateaux. Amaris, c'est intéressant puisque c'est le vainqueur de la Québec-Saint-Malo, notamment avec toujours Gilles Damaé à bord. C'est des pointures de la solitaire du Figaro, avec à eux deux pas mal de victoires d'étape. Louis, on a l'impression, pour nous qui sommes un peu profanes par rapport à vous, que ça va très très vite. Oui. On est à quelle vitesse là? Alors là, les bateaux sont À peu près. débridés. Moi, je pense que... Alors, ça fait un moment que j'ai plus navigué en classe 40, mais je pense qu'à ces allures-là, ils sont pour moi entre 12 et 15 nœuds. Là. Donc ça doit commencer à accélérer un petit peu. Il n'y a pas tant de vent que ça, puisqu'on voit que les bateaux ne sont pas extrêmement gités. On voit que les bateaux ont des assises correctes, les commencent à lever un petit peu le nez, ça accélère. C'est intéressant de voir qui c'est qui va sortir son épingle du jeu. Là, on voit Crédit Mutuel là, qui est un tout petit peu au vent de la flotte, Amaris qui reste sous le vent, mais sans voile de bout dehors, qui reste quand même plutôt bien placé, je trouve. Il arrive à tenir une vitesse cohérente par rapport aux autres bateaux, ils sont plus toilés. Donc on est à une trentaine de kilomètres heure, c'est ça? Voilà, en Fabien gros, son Delahaye. tour. Exactement, on multiplie par 2 pour simplifier. Et là, nous avons un équipage mixte. Mix et normand.
Exactement, défi solidaire avec Nicolas Jossier et Sophie Faguet. Il n'y a pas beaucoup de femmes, je trouve, sur cette épreuve. Il y en a en classe 40, mais là, elles ne sont que 3, je dirais, entre guillemets, 3 sur cette épreuve. Pourtant, ce sont des bateaux, justement, avec un budget intéressant, abordable. Exactement. Bien plus qu'un IMOCA qui demande beaucoup plus et de technologie, forcément, a fortiori, et de budget. Et là, elles sont 3. Il y a une Irlandaise aussi et une Belge. Exactement, il y a Pamela Lee qui court et sa 2e saison en classe 40, mais vous oubliez quand même une personne qui est la patronne de la course, Alors, on en a Miranda, parlé tout à l'heure, qui n'est pas sur les bateaux, mais c'est quand même elle qui dirige l'ensemble de la course. Exact. Et donc c'est intéressant. Il y a eu un bon départ. Exactement, bon départ. J'ai pas entendu de rappel. À part ces 2 bateaux malheureusement qui sont en avarie Ouais. et qui va probablement solder par un rotoreport. On voit Amaris qui est encore en tête de la course, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, les soulevants des autres concurrents. On a un autre Alors, le bateau bateau qui normand. est tout à droite de l'écran. Oui. Alors j'ai tout du à mal, droite. oui, effectivement, à voir. Alors voilà, Amaris, là, qu'on avait vu. Alors, Sifrigo, oui, c'est Guillaume Pierrouel et Cédric Château. Et 2 donc, Normands de très très haut niveau. voilà, qu'il va falloir aussi surveiller, évidemment. On voit un autre vainqueur du Vendée Globe là juste Et oui, derrière. c'est Vincent Rio. On n'en a pas Exactement. encore parlé. Vincent Rio qui est là. Vincent Rio. Il a accompagné Sur Vincent Pierreval, Rioux Fondation D'autres Planètes, de notre Tanguy coach. Le Exactement. Glatin. Mais oui, racontez-nous un petit peu, parce Ah. que ça, c'est intéressant. Tanguy Le Glatin Alors, est connu pour être l'un des coachs des navigateurs, notamment sur le Vendée Globe. Exactement. Il y avait Benjamin Ferré, Alain Roura, et qui est-ce qu'il y avait aussi À l'époque, Thomas Ruyant, énormément. Thomas Ruyant, voilà. Il faut savoir que Tanguy Le Glatin, c'est le papa de tous les coureurs en ce moment, hein, tous les coureurs actuels. Yann Lipinski aussi, tout le monde s'entraîne. Tout le monde est passé dans les mains de Tanguy, Oui, il a fait Yann progresser Lipinski aussi, oui, énormément de monde, hein, Tanguy. Donc c'est un homme de l'ombre, hein, il est à Lorient, il entraîne beaucoup de bateaux, du Mini, du Figaro, regardez du Classe comment 40 de ça- l'IMOCA. Le coude à coude, là. Et le voilà à bord du bateau. Il a remporté d'ailleurs l'épreuve Tanguy avec Thomas Ruyant il y a quelques années. Regardez le coude à coude, là, entre Yann Lipinski qui revenait Alors ce qui est intéressant, à fond c'est sur un que marisme, mais on le voit. Alors là, c'est une question effectivement d'angle de vue. Ils sont un peu plus loin. Vincent Rioux est là. Là, nous avons Quentin Le Nabour et Thierry Chabani qui sont là. moi j'ai hâte de voir l'enroulement de la bouée avec l'affalage Ouais. des voiles pour voir si oui. Amaris a eu raison de rester sous Solène comme ça. Et ça c'est intéressant, il arrive à tenir la dragée haute même avec moins de toile, il est peut-être plus manœuvrant aussi pour se placer comme il veut. Ça va être très intéressant ça. Et là, ça nous permet de voir, là, c'est un équipage tchèque Oui. et français, avec Milan Kolacek et Adrien Hardy. Exactement. On connaît bien hein, sur le circuit Figaro et en classe 40. Et ça nous permet de dire qu'il y a plusieurs nationalités aussi hein, dans cette classe, sur cette course. On a des Italiens, des Américains, Irlandais, Australiens. Belges, Australiens, Allemands, Exactement. Espagnols. Alors, on va voir, je pense que c'est compliqué pour Pep Costa qui, sur VS Sport, participait à sa première course en classe 40, là, à la Exactement, barre de ouais. son premier bateau. Et avec ces images-là, on a l'impression son que Crédit premier Mutuel classe est passé 40. devant, non? Alors que Mutuel vient de doubler C'est ça. Amaris et je crois qu'il y a C'est pas une question de perspective? Il me semble que Sifrigo est juste devant Voilà. tout à l'heure. Ouais. Et il faut Vu de savoir. l'intérieur du bateau, là. Ah oui. Alors, les images sont un petit peu pixelisées, mais c'est normal quand on est en mer, hein, finalement. Donc, moi, j'aime bien ces images un peu qui viennent du large. C'est plutôt sympa, ça. Et donc, Yann Lipinski, qui est pas mal placé, avec son J2, son J1 qui est à poste prêt pour Il a enrouler deux la voiles d'avant, bouée. ouais. Donc voilà, ils auront une manœuvre à faire supplémentaire qu'Amaris. Donc, moi, ça me plaît bien de voir ça. On a vu tout à l'heure Pep Costa qui est accompagné de Pablo Santurdet, qui a remporté plusieurs fois l'édition de la Ocean Race Ouais. en co-skipper. Et donc c'est quand même triste de ne pas le voir courir. Ça aurait été un équipage assez performant sur cette épreuve. Encore un équipage de Normands, la ZES, là, c'est Pierrick Le Touzé et puis j'ai oublié son nom. Timothée Paulet. Timothée Paulet, pardon, un Havrais qui vient d'avoir un bateau tout neuf et donc accompagné qu'un jeune cherbourgeois, Pierrick. Là, donc, Oui, il remonte bien, là. Ils sont bien dans les clous aussi. Alors, eux. Amaris, est-ce que Amaris a un petit souci pour
être rattrapé comme ça. Là, c'est Amaris, il n'a pas de Guillaume Pirouel de et grand Cédric Génac. Château. Ah, ben Il n'est voilà, pas sous Génac, donc il est moins c'est pour toilé. ça qu'il perd un peu de vitesse Il par perd rapport un aux petit autres. peu, mais il aura un gain de temps à la manœuvre. Donc on va voir si cette... Bah, le si ce- Génac, comme vous dites, Luc, il est sorti Exactement. sur ses frigos. On voit Le ça, Génaker, hein, le c'est Génac. une grande voile d'avant, Alors Voile voilà, blanche. Ouais. ils ont différents très, noms. très, très fine. Elle sert à quoi alors cette deuxième voile? Alors, il faut savoir que chaque bateau est équipé de 8 voiles à bord des bateaux. Là. Donc, on a des voiles obligatoires, genre la grand voile, le tourmentin, le solent et tout ça. Et puis après, il y a des voiles de portant ou de reaching, donc à d'autres allures. Donc, en fonction de l'angle du vent et de la force du vent, on met une autre voile. Et donc là, on est sur un créneau où ils naviguent entre 80 et 110 degrés du vent. Et donc, ce créneau-là fait que ça demande une voile supplémentaire. Et donc, quand on est à la limite de ce créneau-là, tu peux faire le choix d'être un petit peu sous-toilé, mais d'être bien tout le temps. Et là, on voit que pour l'instant, l'avantage de performance, il est au bateau avec ces grandes voiles-là. La difficulté, c'est qu'ils auront une manœuvre supplémentaire. Il va falloir rouler la voile, donc quelquefois abattre, donc se détourner de la trajectoire, rouler la voile et la tomber. Et donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc en fonction du niveau de manœuvre de chaque bateau et de l'erreur potentielle, ça fera une belle trajectoire ou pas. Pendant le parcours, Louis, puisque vous l'avez disputé à 9 reprises, vous voyez régulièrement ou il y en a qui tentent des options incroyables? Ou est-ce que le parcours étant ce qu'il est, donc sur une petite distance, on va dire c'est 1000 milles en gros, Exactement. C'est-à-dire un peu moins de 2000 km à parcourir, est-ce que vous êtes au contact permanent? Est-ce que ça vous arrive de discuter avec les uns les autres ou chacun dans sa bulle et vous ne voyez plus au bout d'un certain temps? Alors souvent, on est quand même au contact avec plusieurs bateaux. Il faut savoir qu'on se rapproche de la bouée de dégagement. Il faut savoir qu'il y a des groupes qui se fabriquent, qui se font en fonction de l'état. La flotte s'étale souvent. Hein, quelquefois, il y a énormément d'écart. Je me souviens d'un Vincent Rioux, pour lui rappeler des mauvais souvenirs, qui était arrivé 24 heures après les premiers, il y a quelques années. Je veux pas... Le vainqueur du Vendée Globe 2004. Exactement, ça nous avait fait beaucoup plaisir à l'époque. Mais on l'aime beaucoup, Vincent, quand même. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'écarts, mais souvent, on se voit en groupe de bateaux. Et donc, on est toujours un peu au contact, toujours en contact avec les autres. Et donc, ça fait ce qui fait aussi le niveau de la compétition. Voici Frigo qui abat pour rouler sa voile d'avant. Rouler son Génaker. Donc, Guillaume Pirouel et Cédric Château. Donc, forcément, là, le bateau va ralentir. Les autres doivent être encore sous le Génac pour ceux qui l'ont mis. On va voir, voilà, là aussi, ça enroule. Exactement, c'est ce qui est normal, parce qu'après derrière, ils vont remonter au pré, en tout cas, ils vont relofer un petit peu pour aller passer la marque de parcours numéro 1. Là, c'est la bouée de dégagement. On a la marque de parcours un petit peu qui vont rester sur le même bord, rester au pré en bâbord à mur, pour un petit morceau, pour éviter les croisements et éviter aussi les risques de collision. Ils ont bien fait d'ailleurs de faire ça, puisqu'on voit que même avant le départ, on arrive à avoir une collision. Alors il faut passer de quel côté Là, ils vont la laisser à bâbord, donc on va laisser la marque à gauche. Très bien. Donc c'est 6 frigos quand on roule la bouée en tout premier, et, avec la voile qui reste à pose sur le bout dehors pour l'instant. Donc Guillaume Pirouel aussi, qui est une pointure du Figaro, qui a gagné plusieurs fois le Tour de France à la voile en multicoque. Il a un parcours aussi de haut niveau en dériveur. On a Cédric Château, pareil, qui fait du 49er avec son frère Yann Château, qui est souvent directeur de course de la solitaire et de plein d'épreuves. Donc on a des gens extrêmement expérimentés là, qui viennent de franchir la première marque en tête, suivi de Crédit Mutuel. C'est génial. Donc Yann qui a déjà tombé son Génac, lui, de mémoire, je vois qu'ils ont roulé. Oui, ils l'ont enroulé tout à l'heure. Et surtout, ils l'ont enlevé aussi. Et Fabien Delahaye, avec Pierre Le Boucher, là aussi un sérieux client. Équipage très expérimenté qui fait partie des favoris, on va le dire, on va le redire, Fabien Delahaye, Pierre Le Boucher, Achille Nebeau et Gilles Damaé. Sur Amaris, Corentin Douguet, Axel Tréhin, Esprit Large, qu'on n'a pas encore eu le temps de voir. Et bien ça serait bien eux qui passent là. Et bien voilà. Et puis Yann Lipinski et Antoine Carpentier, qui seront les 4 équipages véritablement favoris. Après, il y a plein d'outsiders, évidemment, qui sont capables de brouiller les cartes et de jouer avec les meilleurs. Et Corentin Douguet qui court sur le dernier bateau, le tout dernier de la flotte, qui est un plan lombard, un Lifre V3,
et qui est réputé très dangereux sur les entraînements d'hiver. J'ai entendu dire que le bateau allait très vite. Et il fait équipage avec Axel Tréhin, qui est déjà vainqueur de cette CIC Normandie Channel Race. C'était en 2021 et il était deuxième l'an passé derrière cet équipage de la Haye Le Boucher sur le Galet. Donc là, les 32, peut-être moins 2, c'est sûr, en moins 1 bateau, puisqu'il y a eu un dématage, on vous le rappelle, au départ, de Wasabi, et probablement qui a endommagé le bateau de Pep Costa. Alors attention, là, voilà. C'est vraiment quand on entoure les bouées, comme ça, quand on enroule les bouées, il faut toujours faire très attention. On a vu un truc intéressant tout de suite, là, à l'image. On avait Zess juste devant le galet. Et le galet, ils ont fait un tout petit décalage au vent de l'autre bateau pour ne pas rester dans ce qu'on appelle les fumées de l'eau de devant. Pour pouvoir avoir de l'air propre et ne pas être perturbé par le bateau de devant. Une manœuvre qui était hyper intéressante pour la suite là, du marquage de la bouée. Ouais, pour garder du vent dans les voiles et conserver une propulsion normale. Voilà les leaders là pour le moment de la flotte, de la flottille, de ces 32 équipages, 32 bateaux, on le rappelle, un flotte record pour cette 16e édition. Il y a un peu de mer. Il y a un peu de mer et on a des Normands en tête, et donc c'est pas mal ça quand même. Louis Duc est content. Il y a un petit peu de mer, on a du mal à savoir si, on voit que les bateaux sont quand même assez à plat, donc je pense qu'il y a plus de mer que de vent. On doit être à un moment où il y a ce qu'on appelle une petite molle dans la force du vent. Donc on voit que les bateaux naviguent bien, mais sont appuyés, mais ne sont pas non plus gités complètement. Non, donc c'est des conditions qui sont plutôt assez agréables pour un départ de course. C'est ce que j'allais dire, ça permet de s'amariner correctement et de pouvoir bien régater comme il se faut là sur le plan d'eau, sur ce petit parcours effectivement. Donc là ils sont partis de Ouistreham. Ils viennent de passer la première marque de dégagement, la bouée de dégagement. Et puis ensuite, il faudra aller à nouveau sur la côte. Exactement. Vers Luc-sur-Mer. Voilà, ils vont aller virer la bouée qui est mythique dans la Normandie Channel Race, qui est la bouée de Luc-sur-Mer. Normalement, le parcours faisait Luc et Ouistreham. Là, ils l'ont réduit un petit peu. Ils vont enrouler la bouée de Luc, la laisser sur tribord et faire route après vers les îles Saint-Marcouf, qui est la première marque de deuxième bouée, celle-là. Exactement. Et on voit les manœuvres au plus près, on comprend Et oui, vous avez vu qu'il faut être hyper rapide, hyper précis, parce que vous pouvez perdre du temps sur ces manœuvres. Et vous avez vu que ces bateaux, comme ils sont à peu près tous identiques, bon, avec des formes, des carènes un petit peu différentes, on l'a expliqué, puisque ce ne sont pas les mêmes architectes qui construisent tous ces classes 40, mais ils sont quand même tous très proches les uns des autres. Donc la moindre erreur de manœuvre vous coûte des minutes. Et là, en plus, on a des régatiers. C'est des régatiers de très haut niveau. Voilà. On a des bateaux qui sont assez gros. Donc, effectivement, une petite erreur de placement. Tout de suite, tu te retrouves déventé par les autres bateaux. Et finalement, c'est vite tout de suite 3 à 4 bateaux qui te passent devant pour une erreur de quelques mètres de décalage. Donc, ils sont tous très habitués à ça, des coureurs de très haut niveau. Mais effectivement, c'est des parcours en fait, qui sont très intenses, très stressants aussi, parce que les bateaux sont très proches, qui arrivera moins pendant l'épreuve. Les bateaux seront globalement à vue, mais avec beaucoup plus de distance que ça. Et là, on a des bateaux qui ne sont pas faits pour la régate entre 3 bouées, ils sont des bateaux de large. Et là, on les amène à régater au contact. Donc, il faut être très vigilant. Les bateaux, tu tires sur la barre et le bateau, il accélère tout de suite. Et donc, c'est des moments où il faut être concentré à 300%. On a envie d'être plus performant que les autres, mais il faut aussi être raisonnable parce qu'il y a quand même la course est longue. Elle ne se joue pas non plus sur ce parcours-là. C'est en double, vous l'apercevez avec les images regardez depuis en les bas. équipages. Oui, regardez en bas à droite. On a Michel aux écoutes. Ils sont en train de manœuvrer. Alors, Michel Desjoyaux, donc double vainqueur du Vendée Globe, entre autres, évidemment, vainqueur de la Route du Rhum, il a un palmarès XXL dans la course au large. Il fait équipe avec un amateur éclairé, comme il me l'a dit, je l'ai eu au téléphone là, pour discuter avec lui un peu de ce retour à la compétition. Et c'est un entrepreneur, Alexandre Le Galet, alors rien à voir avec le bateau du tenant du titre. Voilà, de Fabien Delahaye. Et donc c'est un amateur éclairé qui, là il navigue sur le classe 40 d'Alexandre Le Galet, Trim Control.
Et Michel construit en ce moment pour Alexandre de la Galais un nouveau classe 40, mais qui sera mis à l'eau. Et alors ils espéraient pouvoir disputer cette course ensemble. Et en fait, il sera mis à l'eau courant du mois de juin. D'accord. Et en fait, alors ils disputeront la Transat Jacques Vabre. Et surtout, c'est pour que Alexandre Le Galais parte en solo sur la route du Rhum, sur le nouveau bateau construit par Mer Agitée, le chantier de Michel Desjoyaux. Et il a dit donc banco pour repartir en compétition. C'est un parcours encore une fois rapide. Michel a Michdej, il a une âme de régatier, il adore ça. Donc voilà, et puis c'est l'occasion pour son coéquipier d'avoir un maître, un maestro. Ah, c'est un bon professeur d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on l'appelait comme ça, le professeur, c'est vrai. Alors, on a vu tout à l'heure passer la bouée de dégagement, le premier bateau pointu, donc les anciennes générations. Ce bateau-là, il a une petite histoire, c'est le 147 construit par Alvard Mabir et Miranda Meron, la directrice de course. Et donc, on a vu qu'il avait un riz dans sa grand voile. C'est un des bateaux qui est un petit peu plus raisonnable, là, tout de suite. Mais ça ne l'a pas empêché de passer en tête des bateaux pointus. Et là, on voit les 3 bateaux à l'écran. On voit qu'effectivement, le premier bateau sur la gauche est parti assez loin, là, au-delà de la bouée. Et il a obligé les 2 autres à faire comme lui, parce qu'ils ne pouvaient pas virer de bord. Parce que sinon ils rentraient dans le bateau à côté, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'eau. Exactement. Et donc ça c'était intéressant, c'est une phase de régate aussi qui est sympa à voir. C'est des placements. On est en train de ranger la 2e voile, c'est ça? Alors exactement, voilà, ils sont en manœuvre, donc c'est un moment qui n'est pas forcément très drôle pour l'équipier, puisqu'il se retrouve devant. Alors ça va, il n'y a pas trop de mer, donc il se retrouve devant un peu secoué, souvent on va prendre des embruns sur la figure et à tomber la voile. Donc là ils sont en train de rentrer leur voile gentiment, ils manœuvrent à 2 sur le pont pour aller plus vite normalement. Oui, et puis donc, ça pèse quand même ces voiles. C'est assez lourd. Alors, ils ont réussi à le passer déjà du bon côté pour pouvoir l'affaler au vent. Ils sont l'un à côté de l'autre là. Ah, c'est de la Formule 1 là. Vincent Rioux et Tanguy Le Glatin sur Fondation Good Planet, au coude à coude là avec Nicolas Jossier et Sophie Faguet. Là, l'adrénaline. Louis, ça doit être quelque chose quand on est dans cette position. Quand on est au contact, là, en fait, ça se joue, tu joues ta vie là, quand c'est comme ça. Tu joues ta vie. Et puis en fait, le fait d'avoir un bateau qui est sous le vent, tu as envie, si tu peux en prendre l'avantage, ou alors il peut finir par te perturber complètement. Oui. Si celui sous le vent commence à passer devant, après il t'écrase la figure. Et donc c'est un moment où il ne faut pas lâcher. Donc on voit les bateaux qui n'ont pas tous encore tombé leur voile d'avant, ils prennent du temps. Là on voit Vogue avec un Krone, qui sont aussi un équipage de Normands. Et puis c'est aussi les vainqueurs du championnat classe 40 l'année dernière. Donc ça c'est sympa, c'est 2 jeunes Normands qui s'entraînent maintenant. Il n'y a que des Normands, mais malheureusement ils s'entraînent tous en Bretagne. Alors. Et Vogue avec un Krone, c'est Pierre-Louis Atouel et Maxime Bensa. Bensa, exactement. Je suis assez proche de ces deux lascars-là. Donc Maxime qui travaille aussi beaucoup en matelotage, qui vient intervenir souvent sur mon bateau. Votre prochain défi, Louis, ce sera la Transat Jacques Vabre, renommée Café L'Or. Café L'Or désormais. C'est ça votre prochain gros défi. Exactement, mes partenaires ont annoncé qu'ils m'accompagnaient jusqu'à la Transat Café L'Or avec le bateau actuel qui est le Moka Fivrou Plantain Environnement. Et puis on essaye d'avoir une suite sur un bateau foiler. On travaille là-dessus en tout cas. C'est le moment, n'hésitez pas, si vous êtes en recherche de partenaires pour boucler le projet. Je ne voudrais pas faire ça maintenant, ce ne serait pas bien vu. Mais il y a toujours une recherche de partenaires sur des projets comme ça. Et Louis, en plus, peut-être plus que d'autres, effectivement, on rappelle qu'il avait quand même, pour pouvoir réaliser ce rêve de boucler un Vendée Globe, il avait racheté un bateau qui avait brûlé, celui de Clément Giraud. On en parlait tout à l'heure, et qu'il a remis en état. Et qui a réussi à boucler la boucle en bouclant derrière Violette d'Orange et avant Sébastien Marcet de mémoire. Voilà, c'est ça. En 26e position pour un premier Vendée Globe, chapeau, tour du monde. Tiens d'ailleurs, bien remis physiquement.
de ce Vendée Globe ou ça prend du temps? Ça prend du temps et ce qui est vraiment long, en fait, finalement, il y a le Vendée Globe, mais il y a tout ce qui s'est passé avant. C'est les 4 années d'engagement intense pour être présent sur le Vendée Globe qui font que quand l'événement se termine, il y a la course qui nous fatigue, mais aussi surtout tout ce qu'on a vécu avant. Quand on vient de terminer un événement, en fait, on s'écroule un peu après tout ça. Et ça a été long, là je commence à revenir. Les beaux jours arrivent aussi, donc ça aide à revenir bien. Mon bateau vient d'être remis à l'eau, on va renaviguer, donc c'est ce qui fait qu'on va se retrouver en bonne forme. Mais effectivement, on part loin en fait, je crois, dans le genre de projet. Et pas que sur la course, mais aussi sur tout le boulot pour y arriver qui est énorme. Et merci d'être avec nous, hein, Louis, pour vivre cette CIC Normandie Channel Race, 16e édition, un plateau record si vous nous rejoignez. 32 bateaux au départ, mais 2 ont été victimes d'une collision visiblement, d'ématage, et on est avec une flotte à 30 bateaux pour ce départ. On peut peut-être d'ailleurs revoir cette image qui était impressionnante. Le vent était fort, autour de 15 nœuds au moment du départ, et on a vu cette image tout à l'heure de ces 2 bateaux à l'arrêt, et on va les revoir. Voilà, voici à droite de l'écran cette image de ces 2 bateaux à l'arrêt. Visiblement une collision, Probablement, difficile d'expliquer autrement. Ou alors ils étaient très près l'un de l'autre à ce moment-là, et le mât, on l'a vu déchirer la voile d'avant du bateau de Pep Costa. Là, ça serait joué de malchance. Ah, moi, mais c'est possible aussi. Je pense quand même qu'il y a eu y avoir une collision. Quand on voit le bout dehors qui pend dans l'eau et tout ça, c'est qu'il y a malheureusement eu soit un manque de vigilance ou une manœuvre qui n'était pas forcément prévue. Ça arrive très vite finalement. Je dis une erreur, c'est vrai, mais maintenant, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver très vite. Et puis un dématage, c'est une avarie extrêmement grave, alors à la fois pour le bateau, mais aussi pour les finances, parce que souvent ces mâts ne sont pas assurés. Et donc il va falloir retrouver des fonds, et puis ça va aussi abîmer la saison qu'ils avaient prévue en cours de route. Si je dis pas de bêtises, on a le bateau de Corentin Douguet, c'est ça Non, là c'est Trim Control, je crois que c'était celui de Michel Desjoyaux. Ah, bien tout blanc. Ouais. Qui était à la manœuvre, on l'a vu, voilà. Ah oui, pardon. Trim Control. Alors, il est où, Michel ? Manœuvre, là, à gauche. Ah, voilà. On le voit. Alors, il faudra, évidemment, eux, ils font partie plutôt des outsiders, mais comme le disait Louis, ça n'est pas parce que vous êtes double vainqueur du Vendée Globe ou vainqueur du Vendée Globe comme Vincent Rioux que c'est un gage de succès sur l'eau. Parce que Michel, moi, me le rappelait en me disant que ce sont des bateaux très exigeants et que le plateau est relevé avec notamment l'équipage là qu'on voit à l'écran. Parmi les favoris, même gros favoris. Et son Crédit Mutuel. Et c'est vrai qu'on a vu souvent, j'ai eu l'occasion de faire une dizaine d'années de compétition en classe 40, et on a vu souvent des gens de très haut niveau venir d'autres circuits en pensant peut-être que c'était facile, et finalement ils se rendent compte que le niveau est toujours élevé, que c'est des bateaux qui sont exigeants, avec des connaissances particulières, avec des coureurs qui s'entraînent énormément. Et donc quand tu arrives sur ce circuit-là, tu repars pas de zéro, mais tu dois apprendre un peu les bases du bateau pour être dans les clous. On a vu des Roland Jourdain, des Vincent Rioux, des Johan Richaume venir aussi sur ce circuit-là pas mal de fois. Alors, les liaisons radio qu'on entend, on est en connexion avec qui sur ces courses-là ? On parlait en mer, là, c'est ça ? Oui. Alors en mer, on a les contacts VHF entre bateaux, et puis on peut avoir aussi des contacts satellites. Donc on a le droit d'avoir du contact pour communiquer, pour passer des images, pour pouvoir parler de son projet. Par contre, il n'y a pas le droit d'information météo extérieure. Ils signent des décharges, enfin pas des charges, mais des clauses de non-routage. Et donc ils n'ont pas le droit d'avoir d'information météo de l'extérieur. Voilà. Ils doivent faire leur propre navigation. Il faut savoir que sur ce genre de parcours, c'est très intense, c'est très compliqué, ça change beaucoup. Et donc, ils ont tous des pré-routages avant le départ, faits par des météorologues. Donc, ils bossent tous la météo en amont. Et ensuite, une fois que le départ est lancé, ils n'ont pas d'informations supplémentaires. Par contre, ils ont le droit de réactualiser la météo. Ils doivent faire leur stratégie, mais ils peuvent réactualiser leur météo. C'est-à-dire que les conditions, d'ailleurs, qui vont venir dans la nuit, là, en Manche, vont se grossir un petit peu, et puis ils vont avoir 24 heures derrière tout ça assez velu, parce que le long de la côte anglaise, ils vont naviguer au près dans du vent assez fort avec du courant de marée, et donc les premières 24 heures vont pas être tout reposantes.
Si on a des gens un peu sujets au mal de mer, ce sera le moment. Voilà. C'est ce qui fait le sel, sans mauvais jeu de mots, de cette course aussi, qui est très variée. On n'a pas parlé effectivement de l'importance des courants, mais en manche, ils sont très importants, Louis, de ces passages à niveau qu'il peut y avoir sur la course. Même si on le voit, ils restent tous très au contact les uns des autres. Mais n'empêche que ça peut carrément bouleverser les données et redonner un départ de course et redistribuer les cartes. Ouais. On a déjà plusieurs passages à niveau. Après le passage de Saint-Marcouf, on va passer au large du Rat de Barfleur, qui est déjà un endroit qui concentre du courant. Souvent, on arrive par là-bas, on a une renverse de courant, donc renverse de courant contraire. Quelquefois, on a des sautes de vent dans ce coin-là, des molles, des périodes où le vent est un petit peu moins fort, ce qui va permettre aux gens très stratèges de sentir un petit peu mieux. Ensuite, on arrive en Manche avec une traversée de Manche. Donc, pareil, il va falloir anticiper les variations du courant pour arriver dans le Solène, donc à l'intérieur entre la côte et l'île de Wight. Et là, c'est pareil, on a du courant c'est très intéressant ce coin-là, parce qu'on arrive, quelquefois, on a des passages à niveau énormes tout à l'entrée du Solène, puisque le courant, il peut être contraire dans le Solène et au portant à l'extérieur. Et donc là, il y a des options qui peuvent être hyper risquées, mais payantes. Des options et puis aussi des placements. Si jamais on a été meilleur un petit peu que les autres avant, on peut passer et puis faire bloquer les autres. Et donc, il y a eu des années où il y avait 24 heures de différence entre le premier et le dernier, directement dans le Solent. Donc là, ce ne sera pas moins le cas, parce qu'on a quand même des conditions assez musclées, donc ça limite les écarts. Et puis, autre chose dont on peut parler, c'est le trafic aussi. Oui. En Manche. Parce que là aussi, il faut être hyper vigilant. Vous n'êtes jamais seul, en fait. Hein. Là, on n'est jamais seul. Il faut savoir que quand on traverse la Manche, il y a moins une fois où tu vas te retrouver en route de collision avec un bateau de transport, donc un gros cargo. Alors, il faut savoir que imaginez un 12 mètres face à un gros cargo, un tanker. Sur le principe, les bateaux à voile sont censés être prioritaires par rapport aux bateaux moteurs. En réalité, un gros tanker n'est pas vraiment manœuvrable. Un gros tanker, je pense qu'il vaut mieux ne pas compter là-dessus et anticiper. Et donc, voilà, ils vont traverser les deux rails, donc montant et descendant. Et donc, il va falloir gérer ça aussi. Donc, la nuit ne va pas être de tout repos pour les coureurs. On se rappelle, comme ça, c'est de mémoire, sur un départ de Route du Rhum, c'est Thomas Coville qui avait percuté un cargo. Donc à la nuit qui commençait à tomber, Exactement. Les AIS, on imagine, qui sont un positionnement qui donne un positionnement et qui vous permettent de voir justement où sont placés ces gros bateaux, ces gros cargos. Normalement, ils doivent être en route et donc vous avez des alarmes à bord qui vous signalent ça. Maintenant, il faut qu'ils les mettent en route, les gros bateaux. Alors, en général, c'est quand même très bien respecté maintenant, c'est obligatoire. Mais on n'est pas à l'abri d'une panne informatique, des petits fils qui se touchent dans le bateau. Et puis, ça peut, quelquefois, un manque de vigilance ou être en manœuvre au moment où une collision arrive. Il faut savoir qu'un bateau, un classe 40, ça peut vite naviguer à 15 nœuds de moyenne. Un super tanker, en tout cas un cargo, il est toujours à peu près à la même vitesse. Donc, la route de collision, elle est très rapide. Et donc, quelquefois, on arrive à des bêtises, on pense que c'est bon, et puis finalement, on est en route de collision. Donc, on a vu cet été, pendant la Québec-Saint-Malo, un classe 40, un coureur de classe 40, qui d'ailleurs, je crois, court aussi, Alberto, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Il court sur un des bateaux, là, et il a perdu son classe 40 pendant la Train de Québec-Saint-Malo en rentrant en collision avec un cargo. Donc, il a perdu le bateau complètement. Donc, c'est des choses qui arrivent très rarement, mais ça peut arriver. On est sur un écart qui commence à être intéressant pour Seafrigo qui est en tête là. Carrément. Oui, c'est intéressant parce qu'en plus tous les bateaux qui sont passés en premier, ils naviguent avec de l'air frais, ils ont un peu d'espace devant eux, souvent c'est comme ça se tire un peu vers l'avant et puis les bateaux qui bataillent, ils se gênent entre eux et donc du coup ils vont un petit peu moins vite. Donc on a un Seafrigo qui est bien à l'aise là. D'ailleurs, nos confrères de Ouest France le mettaient parmi les grosses cotes. Guillaume Pierwell et Cédric Château, 4e. Ils étaient au pied du podium l'année dernière, donc ils connaissent. Et évidemment, là, ils visent le podium. Alors, ça ne veut pas dire, là, au bout d'une demi-heure, là, maintenant, de course, que ça y est, tout est joué. On vous l'a dit, Louis vous l'a redit. Avec ce parcours-là, franchement, c'est compliqué de dire, c'est déjà joué. Évidemment, ça n'est jamais joué, surtout en voile, où les parcours nous réservent toujours des super surprises.
Et il y aura plein de choses à jouer sur un parcours comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas mal de marquer de son empreinte le début de course. C'est toujours mieux de partir devant et puis ils remportent quand même le parcours côtier. Hein. Ouais, et là on voit Corentin Douguet, justement, on en parlait, de 209 là. Exactement, le bateau tout neuf. Ouais, tout neuf, tout neuf, qui sera lui aussi à surveiller avec Axel Tréhin, déjà vainqueur de la Normandie Channel Race. Et Jay Thompson. Alors Jay Thompson, c'est un coureur qui est intéressant aussi, puisque il est recordman en mini transat de l'Atlantique Nord. Donc c'est un gars qui est un petit peu différent des coureurs qu'on peut trouver classiques. Hein. Il a habité en famille sur son bateau pendant un petit moment. Et puis là, on le retrouve au départ du Normandie Channel Race. Donc c'est vraiment bien de voir des coureurs comme ça. On va entendre Michel en train de... Voilà, ce n'est pas grave si on ne vire pas tout de suite, a dit Michel à son coéquipier Alexandre Le Gallais. Là, Yann Lipinski et Antoine Carpentier sont très attentifs à ce qui va se passer là. Il faut savoir qu'ils savent pas, enfin ils savent qu'ils sont filmés, mais ils l'oublient un petit peu. Hein. Et là, Fabien Delay qui est à la barre, avec Pierre Le Boucher qui regarde, visiblement. Ah, on prépare la bastac quand même pour virer. C'est des bateaux avec des gréements poussants, mais quand même avec des bastacs qui tiennent le mât sur l'arrière. Et donc, dans un virement de bord, la bastac elle doit être reprise. Et souvent, si c'est mal fait, dans certaines allures, ça peut créer un dématage. Ouais. Donc la bastac est quelque chose d'intéressant, en tout cas important sur ces bateaux-là. On apprend ça à l'école de voile. Exactement. Après, on a des gréements quand même qui sont assez... Vous en avez aujourd'hui sur l'IMOCA. Nous, on a aussi sur l'IMOCA. Voilà. Et puis sur ces bateaux-là aussi, avec des barres de flèche poussantes, les bastacs sont un énorme réglage pour la voile d'avant, hein, pour gagner de la tension dans la voile dans l'été, dans ce qui tient le gréement. Mais ce n'est pas rédhibitoire pour certains gréements. Donc là, il vient de passer la bouée de Luc sur mer, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et là, direction direction Saint-Marcouf. Donc on a le banc des Essarts qui arrive. Hein. Le banc des Essarts, c'est au large de Courseulles. Et c'est un endroit qui est assez piégeux, puisqu'il y a des cailloux qui vont assez loin au large. Et on a vu quelquefois des concurrents de la Normandie Channel Race, je tairai les noms, mais se prendre les cailloux du banc des Essarts. Et quelquefois, ils sont assez traîtres, ces cailloux-là. Après, le courant nous pousse, donc quand le courant pousse les bateaux, ce qui est le cas, hein, le courant pousse vers l'ouest, on a plutôt envie d'être au large qu'à ras les cailloux, puisqu'il y a un petit peu plus de courant dès qu'on a tout petit peu au large. Vous voyez, il y a plein de pièges sur ce type de course. C'est très intéressant. On voit un petit piège en bas de l'écran, là, il y a un petit casier proche de la bouée de Luc. Alors bon, il n'est pas dans le parcours, hein, mais ça aussi, c'est des choses qui sont des petits pièges sur la route. Hein, dans des baies comme ça, sur des plans d'eau près de la côte. Exactement. C'est vrai que bon, il y a toujours les vandales aussi auxquels il faut faire attention, mais les casiers, les filets de pêche, sont des vrais pièges, parce que là, ça vous arrête. Hein. Ça arrête le bateau, et quelquefois, pour se dépatouiller de tout ça, on est contraint de plonger, donc on tire au sort, le capitaine doit rester à bord de son navire, donc en général on envoie l'équipier, c'est toujours comme ça. C'est pratique. Et donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On regarde là Yann Lipinski qui part sur le haut de l'écran, qui s'écarte, alors que Zeiss va partir sur le même cap. Voilà, on a du placement un peu là sur le plan d'eau, avec toute la flotte qui est en train d'arriver à cette bouée. Une bouée est, si je ne me trompe pas. Exactement. On a entendu le mot stratégie à l'instant. Ça fait partie de l'histoire. Voilà le casier. Exactement. Voilà, on a un petit casier dans le parcours. Effectivement, là, on a du courant de marée. On a un vent qui est proche d'être dans l'axe de la future marque qui est Saint-Marcouf, qui commence à être à plus d'une quarantaine de milles. Donc maintenant, il y a du jeu. Le jeu s'allonge. Avant, on a du jeu entre deux bouées sur très peu de temps. Là, on a un jeu qui va s'allonger sur une quarantaine de milles en plusieurs heures. Donc il peut y avoir un petit peu de stratégie qui se met en place. On a quelques-uns qui vont avoir plus de courant, d'autres peut-être plus de bascule, peut-être des grains à négocier, donc des variations du vent régulières, parce qu'on est quand même sur un temps à grains, et donc il va y avoir quelques oscillations du vent. Qu'est-ce qui fait que sur un plan d'eau pareil, certains arrivent à prendre plus
de vitesse, davantage que d'autres. Alors déjà, il y a la conduite du bateau. Ouais. Donc il y a des gens qui sont habitués à naviguer sur leur bateau, qui sont bien entraînés avec les autres et qui savent qu'ils sont à l'aise ou pas à certaines allures. Donc la connaissance de son bateau est primordiale. Et puis ensuite, tu as le placement par rapport au vent. Donc quand tu navigues face au vent, tu peux pas aller tout droit, c'est pas possible. Et donc il va falloir prendre les virer au bon moment pour avoir les petites variations de vent, les prendre les mieux possible. Et souvent, ça crée des écarts, des gros écarts quand on navigue bien ou quand on fait des petites erreurs. Donc là, on voit des bateaux bâbord et d'autres tribord à mur. Donc on voit Fabien Delahaye. Oui, ça échange pas mal avant, en double. Ah bah tiens. En fait, ça va très vite sur ce genre de parcours et donc les choix doivent être rapides. Et là, ils ne peuvent pas naviguer sous pilote automatique parce qu'il y a beaucoup de rapprochements avec les bateaux. Donc l'équipier, il doit à la fois manœuvrer, regarder ce qui se passe et puis faire les choix ensemble de la stratégie. Donc il ne faut pas se tromper, ça va vite. Et puis entre la stratégie et la collision des potentiels des autres bateaux, il y a du boulot. Il faut vraiment rester tout le temps vigilant sur cette phase-là puisque les bords vont commencer à s'allonger. Mais pour l'instant, les bateaux sont quand même bien au contact. Donc là, toujours Timothée et Pierrick, les petits jeunes de la course. Ouais, qui se débrouillent bien là, sur un nouveau bateau. Un beau bateau tout neuf qui seront aussi au départ de la Transat Café L'Or, pour ne pas dire de bêtises. Il faut savoir d'ailleurs que sur les duos qui sont ici, ils se préparent tous pour des grandes courses. Il y en a pour la Transat Café L'Or et puis d'autres pour la Global, la Globe 40, pardon, qui est aussi une course organisée par Manfred Raspatcher, Sirius Événement, qui sera exactement. Ça, j'ai vu ça, j'ai découvert ça que effectivement ces bateaux, ces classes 40, allaient faire en double, en équipage, donc un tour du monde. Exactement. Donc sur des bateaux comme ça, sur des 12 mètres, chapeau. Exactement, et notamment Yann Lipinski s'est inscrit avec son bateau, la numéro 202, pour être au départ de cette épreuve. Et donc c'est une belle course, puisque il y en a quasiment pour 8 mois d'épreuve, avec je crois 5 ou 6 étapes. Ils vont jusqu'à Valparaiso, ils vont faire une escale en Australie et une autre en Valparaiso, donc ça fait un beau parcours, beaucoup de boulot et une course bien intense. Il y a un plateau qui est assez relevé, on y voit aussi le bateau des Belges qui seront là avec Jonas Zerken. Donc il y a quand même quelques bateaux qui se préparent, donc c'est intéressant d'avoir dans cette épreuve de Normandie Channel Race, d'avoir des bateaux qui se préparent pour la Transat et d'autres pour le Tour du Monde en double aussi. Et d'ailleurs on n'a pas parlé des architectes. Mais il y a des grands architectes maintenant sur cette classe 40 qui construisent des IMOCA mais qui construisent aussi des classes 40. Alors, on a parlé du chantier de Michel Desjoyaux qui est en train de finaliser la construction d'un nouveau classe 40. Mais vous avez quand même Yann Lipinski, je crois que c'est David Raison, son architecte. Vous avez le regretté Jean-Marie Finot, le cabinet Finot-Conque qui construisait des classes 40. C'est l'occasion de rendre hommage à ce grand monsieur, ce grand architecte de la voile, Jean-Marie Finot, qui nous a quittés cette année. Jean-Marie Finot, il avait été un petit peu le précurseur de ces bateaux puissants, des bateaux du Vendée Globe. Et tous les architectes actuels, c'est un petit peu des enfants de Finot, c'est des gens qui sont inspirés de son travail, qui était, à chaque fois, il a toujours eu un cran d'avance. Il avait construit notamment... Quand vous parlez d'un cran d'avance, c'était le fameux Aquitaine Innovation d'Yves Parlier avec ce qu'on appelait ces cannes à pêche, les outriggers qui partent sur le côté. Là, on sont encore équipés certains IMOCA, pas forcément tous, mais voilà. Qui en ont effectivement pas mal. Et ça venait de Jean-Marie Finot, exactement. Voilà, c'est l'occasion de penser à lui et... À un moment donné, c'était pendant les premières éditions du Globe, tous les anciens bateaux, c'était des Finot-Conques qui gagnaient le Vendée Globe pendant longtemps. Et puis on a aussi Sam Manoir qui a dessiné beaucoup de mini de classe 40 et maintenant des IMOCA. On a le groupe Lombard aussi qui a été présent en IMOCA pendant longtemps, qui sont à la pointe des classes 40, qui sont à 4 ou 5 générations de classe 40. Guillaume Verdier aussi, qui est, on ne présente plus dans les IMOCA. Le bateau de la Coupe America aussi d'ailleurs. La Coupe America qui construit le dernier. Et ce qui est très intéressant chez les architectes, c'est que pour être performant en classe 40, il faut vraiment bosser le dossier. On a eu aussi les VPLP, Van Pittegum dans le Préau, sont venus en classe 40. Mais c'est vrai que c'est des bateaux très atypiques. Pour bien comprendre sa jauge et les performances des bateaux, il faut vraiment bosser le dossier. Sinon, tu peux vite faire quelque chose qui ne va pas. Louis, Corinne. Alors, on est avec le Crédit Mutuel de Yann Lipinski. Le départ qui a été donné pour cette CIC Normandie Channel Race à 14h, 41 minutes de course pour l'instant. On va marquer une très courte pause, 4 minutes, et on est ensemble pour suivre encore cette navigation qui est fantastique. On prend l'air et à la fois il y a de la stratégie, de la navigation, c'est la force de cette course.
Un plateau exceptionnel avec 32 bateaux au départ. Ils ne sont plus que 30 déjà, c'est vous dire. On est de retour avant de filer à Ernée pour le championnat du monde de motocross. C'est le Grand Prix de France aujourd'hui. On repasse par la Bretagne avant de filer en Mayenne. A tout de suite. Le départ de la CIC Normandie Channel Race a été donné à 14h, 16e édition, un plateau record pour ce rendez-vous devenu incontournable dans la course au large. Nous voici avec Corinne Boulot et Louis Duc pour vivre encore quelques minutes de course. C'est tellement passionnant de vous écouter, de suivre cette bagarre déjà, parce qu'on est déjà dans une bagarre. On est rentré dans cette lutte déjà entre les différents équipages. Ce sont des duos et il y a parmi ces duos des navigateurs mythiques, Corinne. Oui, mais on a alors Jan Lipinski qui est un des grands noms de la classe 40 du Figaro, qui est un grand régatier très expérimenté et qui a pris le large là, qui est bien placé. Mais effectivement, vous avez Michel Desjoyaux, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran avec Alexandre Le Gallet, qui est un amateur éclairé et qui l'épaule sur cette course. Nous avons aussi Vincent Rioux, autre vainqueur du Vendée Globe, qui est là avec Tanguy Le Glatin. Le coach des marins, comme le disait notre consultant Louis Duc, et puis de grands noms comme Fabien Delahaye aussi d'ailleurs, qui a fait équipage, je crois, de mémoire avec Michel Desjoyaux sur une Transat Jacques Vabre, si je ne me trompe pas. Moi, et Armel Lecléache. Et peut-être Armel aussi. Donc voilà, qui est vraiment un navigateur très expérimenté et qui est le tenant du titre, entre guillemets. En tout cas, c'est lui qui a remporté la dernière édition l'an passé de cette Normandie Channel Race. Alors on l'a vu, hein, le plan d'eau s'est élargi, on va dire la flottille s'est un petit peu séparée. En tout cas, voilà, on le voit, hein, maintenant il y a de la distance entre les marins, ce qui n'était pas le cas justement au départ, hein, des 30 équipages, puisque malheureusement, vous l'avez dit, Messaoud, 2 bateaux n'ont pas pu prendre le départ après, suite à une collision et même un dématage pour Wasabi. Et Pep Costa, donc, qui a dû effectivement rendre les armes là, puisque grand voile abîmé et probablement la coque aussi dans cette collision. Et donc là, on voit que la distance a été créée entre les premiers et ceux qui sont derrière, où on a des amateurs comme là, l'interaction avec les frères Livory. C'est intéressant parce que c'est Yann Livory qui a été président de la classe Figaro pendant quelques années. C'est un coureur qu'on connaît bien, hein, puisque ça fait des années qu'il est présent sur les circuits. Du temps du Figaro 1, il était déjà là. Il a présidé cette classe-là pendant quelques années. Donc c'est quelqu'un qui fait partie du domaine de la coursage depuis très longtemps. Je connais bien. Et là, on a un duo qu'il va falloir surveiller parce qu'ils prennent un très bon départ avec leur nouveau bateau. Et ils font partie effectivement des outsiders, ceux qui peuvent effectivement aller chercher quelque chose sur cette course. Alors que là, on voit aussi Emmanuel Hamez et Arnaud Bier sur Viranga. Exactement, Emmanuel Hamez, c'est un amateur qui travaille en Afrique et puis qui en est sa deuxième génération de classe 40. Il a déjà participé à la Route du Rhum et puis il revient. Hein, donc on a quand même quelques passionnés de ce circuit qui ne peuvent pas s'empêcher de revenir, de réinvestir sur un bateau. On dit que pour devenir un millionnaire dans la voile, il faut commencer milliardaire. Je pense que ce sera son cas, Emmanuel. Et si ça ne marche pas en voile, vous essayez le foot, ça marche à coup sûr. Alors justement, Louis, sur un classe 40, on a l'habitude de dire sur un IMOCA ou sur un Ultime que quand on navigue en double, c'est 2 solitaires à bord. Est-ce que c'est la même chose sur un classe 40 ? Oui, c'est exactement le même principe. La seule petite différence sur un parcours comme ça, qui est quand même très précis, assez court finalement entre chaque échéance, hein, puisque on a des échanges d'une quarantaine de milles. Après, il y a une grande manœuvre souvent qui arrive. Donc, dès qu'on peut, on envoie un des deux se reposer. Et puis, par contre, pour manœuvrer, pour prendre les décisions, il faut être à 2. Donc, c'est du solitaire, mais c'est encore pire que du solitaire finalement, puisque c'est intense pour tout le monde. Il y a du contact pour tout le temps, pour tous les bateaux. Et donc, ça fait des coureurs qui ne sont pas moins épuisés que par du solitaire à l'arrivée. Et donc là, attentif à tout ce qui se passe, notre ingénieur en télécommunication Emmanuel Hamez et ce chef d'entreprise Arnaud Bier qui est son co-skipper sur cette course. Évidemment, sur les premières heures, on est forcément sur le pont
à regarder ce qui se passe, peut-être à étudier déjà un petit peu pour la nave les cartes météo, pour ceux qui sont plus pointus. Mais c'est vrai que là, il faut faire très attention tout le temps, en fait. Comment vous arrivez à aller dormir un peu Alors là, pour l'instant, les premières heures de course, je pense qu'ils ne vont pas y aller. Peut-être qu'en allongeant un peu, ils vont tirer des bords jusqu'à Saint-Marcouf. Donc je pense qu'ils n'auront pas l'occasion d'aller dormir d'ici là. Ça commencera peut-être à aller à la Banette entre Saint-Marcouf et l'île de Wight, parce que là, on aura un long bord avec les mêmes voiles, la même toile tout le temps. Et donc, ils auront peut-être quelques heures de répit. Mais malheureusement, la Manche va aller très vite pour eux, puisqu'ils seront au reaching, donc des allures où les bateaux vont très vite. Ces bateaux-là, c'est redoutable dans ces allures-là. Et là, ils longent encore la côte. Et on va les laisser. On va les laisser pour l'instant, mais sachez que vous aurez un point dans toutes les émissions pour cette CIC Normandie Channel Race. Et puis un résumé d'une minute également, régulièrement à l'antenne pour accompagner tous ces équipages. Merci infiniment, Corinne. Louis, votre prochain gros défi, ce sera donc la Transat Café L'Or, anciennement Jacques Vabre. On vous suivra avec bonheur également, puisqu'on vit les départs ensemble sur la chaîne. Merci infiniment d'avoir quitté la Normandie pour venir nous voir ici, pour vivre le départ de cette course. Regardez ce qui nous attend du côté de la Mayenne, à Ernée. 15 000 spectateurs au pied de cette lutte pour le Grand Prix de France. Championnat du monde de motocross, c'est toujours un événement et c'est là qu'on file juste après une très courte pause. Suivront également l'équipe de France de basket féminine qu'on va accompagner dans sa préparation à l'Euro. France-Turquie à Reims à partir de 17h50. À 20h20, on accompagne l'équipe de France U17. Albanie-France, c'est le championnat d'Europe. Les Bleus qui peuvent se qualifier pour la demi-finale. A tout de suite pour filer en Mayenne pour le Grand Prix de France.